Et là-bas, j'ai pris un gros KO à la boxe. Et à la suite de ce KO, en fait, j'ai eu une paralysie de l'épaule. Toute l'épaule gauche complètement paralysée. Je pouvais plus bouger ma main. Donc, j'ai dû arrêter mes études. Je suis rentré en France. Et on m'a annoncé, en fait, je souffrais d'une maladie auto-immune, une spondylarthrite ankylosante. Je me sentais moins que rien parce que j'avais plus de passion, j'avais plus rien. J'enchaînais les petits boulots, j'enchaînais les galères, comme on dit. J'ai commencé à vivre seul. J'ai rencontré une ex-copine, puis une autre. Et en fait, la seule chose qui me rendait vivant à ce moment-là, c'était de sortir. J'enchaînais les conquêtes d'un soir. Je me battais, je buvais beaucoup. Je mettais mon salaire dans ça. Alors moi je m'appelle Pablo Emmanuel, j'ai 31 ans, je suis de Marseille et voici mon témoignage. Je suis éducateur spécialisé sur Marseille. Alors moi je suis né dans une famille catholique chrétienne, je suis originaire d'Espagne, du sud de l'Espagne. Et donc dans ma famille ça n'a jamais été un tabou. Donc j'ai eu une enfance assez tranquille, assez heureuse, ballottée entre la France et l'Espagne. En fait à l'âge de mes 13 ans, j'ai commencé à vouloir plus de choses, à connaître encore plus Dieu, à connaître la Bible, j'ai acheté une Bible. Et à ce moment-là, j'ai un peu dévoré les pages, sauf que l'adolescence est passée, donc j'aimais bien sortir, j'aimais bien les collègues, donc j'ai un peu oublié toutes ces choses-là. Et à l'âge de 14-15 ans, il y a eu quelque chose qui a changé dans ma vie, je me suis inscrit à la boxe, au sport de combat. Mon père était boxeur. Et en fait, à ce moment-là de ma vie, j'ai mis la boxe à fond dans ma vie, c'est-à-dire que c'était une passion, c'était vraiment devenu la première chose dans ma vie. Donc je vivais que pour ça. Je m'entraînais presque jour et nuit, j'allais courir le matin avant les cours, c'était vraiment devenu une obsession pour moi. J'ai fait un championnat de France, j'ai eu la médaille de bronze, j'étais fier, j'étais content, sauf que plus je m'entraînais, plus j'avais des douleurs au dos, j'avais énormément de fatigue, énormément de douleurs. Et à ce moment-là de ma vie, je me disais que bon, c'était peut-être un excès de sport. Donc j'ai continué, je suis parti faire mes études en Espagne, donc à l'étranger. Et là-bas, j'ai pris un gros KO, j'ai continué le sport, j'ai pris un gros KO. Et à la suite de ce KO, en fait, j'ai eu une paralysie de l'épaule. Donc toute l'épaule gauche complètement paralysée, je pouvais plus bouger ma main. C'était très dur à vivre, donc j'ai dû arrêter mes études, je suis rentré en France. Et en France, j'ai été hospitalisé pendant des mois et des mois. J'ai vu de nombreux spécialistes, j'ai fait de nombreux examens. C'était assez dur à vivre. Et on m'a annoncé, en fait, je souffrais d'une maladie auto-immune. Et en fait, cette maladie, elle s'appelle une spondylarthrite ankylosante. Et elle m'a touché fortement à l'âge de 18-19 ans, du coup, avec cette paralysie. Donc à ce moment-là, j'ai dû arrêter le sport, j'ai dû arrêter mes études. J'avais pas de travail. Et en fait, j'avais tellement misé dans le sport, je mettais le sport vraiment très haut. Donc j'étais vraiment tombé de haut. Et je me sentais mal, je me sentais moins que rien parce que j'avais plus de passion, j'avais plus rien. J'avais encore Dieu dans ma vie, mais je savais qu'il pouvait me guérir, mais j'étais pas convaincu à ce moment-là. Et donc peu à peu, à force de traitement, j'ai eu beaucoup d'effets secondaires, beaucoup de problèmes. Ça a été une longue marche. Et j'ai repris des études que j'ai arrêtées. C'était compliqué, je savais plus où aller. Donc j'enchaînais les petits boulots, j'enchaînais les galères, comme on dit. J'ai commencé à vivre seul, j'ai rencontré une ex-copine, puis une autre. Et en fait, la seule chose qui me rendait vivant à ce moment-là, la seule chose qui me rendrait libre, c'était de sortir. Donc en gros, je sortais en boîte de nuit, j'enchaînais les conquêtes d'un soir, je me battais, je buvais beaucoup. Et en fait, je vivais que pour ça, je mettais mon salaire dans ça, je me sentais vivant en faisant ces choses-là. Et en fait, c'est vraiment la seule chose qui m'éloignait de ma maladie, de mon quotidien assez lourd. Donc en fait, je faisais paraître la personne que je n'étais pas. Ça a duré bien des années, donc j'ai trompé mes ex pendant des années et je me sentais fier de tout ça. Donc je bombais le torse à ce moment-là, j'étais content. Sauf que plus je faisais ces choses-là, plus je rentrais dans une dépression. Et c'était de plus en plus compliqué. Je me remplissais de ces choses-là et j'étais vide, complètement vide de l'intérieur. Sauf qu'un jour, la dépression m'a amené à des envies suicidaires. Et donc j'ai pensé de plus en plus au suicide constamment. C'était vraiment fort. Donc je savais que Dieu existait, je savais que Dieu était en moi, mais j'avais les pensées du suicide qui prenaient la première place. Et un jour, j'ai voulu clairement finir avec ma vie. Donc je suis monté dans une falaise qu'on a près de Marseille, au bord de mer. Je savais que là-bas, on sait que là-bas, les gens se suicident. Et je suis allé au bord de cette falaise et je voulais vraiment passer à l'acte. Je voulais vraiment finir avec ma vie. Donc en fait, au bord de cette falaise, j'ai beaucoup pleuré, j'ai remis ma vie en question et je me suis mis à genoux. Et en fait, j'ai demandé pardon à Dieu
pour ce que j'allais faire. Je demandais pardon à Dieu pour ce que j'avais fait aussi dans ma vie. Je savais que c'était pas bon ce que je faisais. Et en fait, je me suis mis à genoux et j'ai commencé à pleurer. Et j'ai fait la prière peut-être la plus simple de ma vie. J'ai demandé à Dieu que, voilà, s'il existait, parce que peut-être je doutais encore à ce moment-là, s'il existait, qu'il devait se manifester parce que j'étais clairement au bord du gouffre. Et en fait, j'ai ressenti un amour, une paix m'envahir. J'ai rien vu de spécial, j'ai rien entendu, mais j'ai senti une paix m'envahir, une paix que je ne connaissais pas. Et je savais qu'à ce moment-là, tout venait de changer. Je savais que Dieu avait des promesses pour moi. Je savais qu'il y avait encore du chemin, mais que j'allais pas sauter à ce moment-là dans le vide. Donc du coup, je suis parti de cette falaise soulagé, triste, mais soulagé. Et j'ai été hospitalisé en hôpital psychiatrique. Donc j'ai fait l'hôpital psychiatrique. Mais je savais que c'était le plan de Dieu. Je savais qu'il allait me sortir de tout ça. Donc je me rappelle être arrivé à l'hôpital à Marseille avec seulement ma Bible. La Bible que j'avais achetée à l'âge de mes 13 ans. Et un surligneur. Et les infirmières, elles ont rigolé quand elles m'ont vu. Elles m'ont dit que c'est la première fois qu'elles voyaient ça. Donc j'avais pas de portable, j'avais rien, j'avais que ma Bible. Et je suis resté plus d'une semaine, 10 jours. Et là, franchement, j'ai dévoré la Bible, mais pas de la même manière que je le faisais. J'ai dévoré la Bible d'une manière... Enfin, j'avais faim, j'avais soif de connaître Dieu. Parce que je savais que c'était lui qui m'avait sauvé, qui m'avait libéré. Et j'ai lu un verset dans 2 Corinthiens 12. C'est quand Paul, il dit... quand il a l'écharpe dans son corps et qu'il demande à 3 fois à Dieu de l'en libérer, de la faire sortir. Et en fait, à ce moment-là, Dieu lui répond « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et Paul, il dit que voilà, il se réjouirait encore plus de ses faiblesses pour que la puissance du Christ soit sur lui. Et à ce moment-là, voilà, j'ai compris que dans ma faiblesse, j'étais fort pour Christ, par Christ et en Christ. Et ce verset, il a résonné de fou dans ma vie. C'était incroyable. Je le connaissais, mais quand je l'ai surligné à ce moment-là, je savais qu'il me parlait à ce moment-là. Donc, je suis sorti de l'hôpital avec un lourd traitement, anxiolytique, antidépresseur et un tas de choses. Mais je savais que Dieu allait me guérir. Et les années sont passées, j'ai continué dans mes travers. C'est fou, c'est paradoxal. Je savais qu'il m'avait guéri, mais j'ai continué dans mes travers. Donc, j'ai continué dans les sorties, les boîtes de nuit et toutes ces choses-là. Sauf qu'un jour, je savais que ça allait changer. Et j'ai prié Dieu, j'ai dit, il faut que tu me donnes une église. Je connaissais les églises évangéliques, mais j'en avais pas une où je me sentais vraiment bien. Et de fil en aiguille, j'ai fait ma formation pour travailler dans le social. J'ai rencontré un éducateur qui était dans une église, j'ai fait mon stage avec lui. Et il m'a dit, écoute, pour Pablo, j'ai une église. Viens un jour dans mon église et tu verras ce qui se passe. Donc j'ai mis 1 an à retourner dans son église. Je voulais une église et finalement, j'allais pas à l'église. Et au bout d'1 an, quand je suis allé dans cette église, je me suis assis au fond et le pasteur, il a prêché sur « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Et là, je me suis dit, ça y est, je suis dans le bon chemin. Et je savais que j'allais me libérer de toutes les choses que j'avais, de toutes les choses mauvaises que je faisais, de toutes les choses qui me faisaient encore du mal. Et depuis, en fait, ma vie, elle a complètement changé. Alors, je ne suis pas guéri de ma maladie, de la maladie de la spondylarthrite. J'ai toujours des douleurs, c'est toujours compliqué avec le travail, je suis beaucoup en arrêt maladie. J'ai beaucoup encore d'épreuves, mais en fait, Dieu, il a clairement guéri mon cœur. Et je pense que c'est le plus important. Il m'a sauvé complètement de la dépression, du mal-être que j'avais. Il m'a libéré de tout ce qui rongeait ma vie, de toutes ces sorties, de toutes ces tromperies, de toutes ces choses que je pensais tout simplement qui me rendaient heureuse, mais qui me rendaient pas heureux, que tout était éphémère. Et ce jour-là, je suis sorti, j'ai demandé pardon à beaucoup de personnes. Et j'ai complètement tout stoppé. Moi, ce que je conseille à faire à ces personnes, parce que je suis resté 5 ans avec ces envies de suicide. Et j'ai pas voulu écouter mes proches. Et je pense que les proches, ça a été un outil que Dieu clairement m'envoyait. Et je pense qu'il faut pas penser, surtout en étant chrétien, qu'il faut pas aller voir des psychiatres, il faut pas aller voir des docteurs. Parce que je pense que c'est essentiel, ça fait partie, je pense, d'un processus. Moi, j'ai pas voulu le faire parce que je me dis, Dieu peut me guérir, Dieu peut me soigner. Et finalement, il s'est servi de tout ça pour le faire. Et ça a été en fait, ça a été vraiment des outils qu'il a mis en place pour moi. Et après, je pense que demander pardon à Dieu et pour ses péchés. Parce que moi, à ce moment-là, au bord de ce falaise, j'ai accepté Jésus en tant que Seigneur. Je l'avais en tant que Sauveur, mais là, je voulais l'accepter en tant que Seigneur et je l'ai vraiment laissé tous mes fardeaux, quoi. Je me suis baptisé 1 an après et ça faisait longtemps que je voulais me baptiser depuis l'âge de mes 13 ans. Mais je pouvais pas, je le sentais pas avec tout ce qui m'est arrivé.
Et je savais que c'était le bon moment. Et en fait, depuis, je fais de la musique pour Dieu. Je fais de la musique pour témoigner. Et j'ai fait ma première musique qui s'appelle Jésus m'a sauvé. Et voilà, dans cette musique, j'ai témoigné de ce que Dieu a fait dans ma vie. Ça a un peu pris, ça a touché certaines personnes. J'ai fait mon témoignage dans des églises. J'ai fait cette musique dans les églises. Beaucoup de personnes sont venues me voir par rapport aux envies suicidaires, à des gens qui ont aussi des maladies auto-immunes qui ne se voient pas forcément. Du coup, ça libère la parole et on voit que Dieu peut changer, que Dieu peut sauver et que vraiment je suis passé de rien à tout. Et voilà, il a vraiment changé mon cœur. Et je sais que j'ai encore cette maladie, je sais que Dieu peut me guérir, mais je sais qu'il me fait passer aussi par là pour m'apprendre encore beaucoup de choses. Parce que voilà, j'arrive à glorifier chaque moment de vie et je rends grâce pour ça. Voilà. Alors j'aimerais bien vous faire une couplet de ma musique Jésus m'a sauvé, qui raconte mon témoignage et ça raconte un peu la deuxième partie de mon témoignage. Donc voilà, je vais vous le faire. Je vais toujours aussi mal, aller-retour à l'hôpital pour noyer mes peines. Je sors, je bois, je me bats, les conquêtes, je les enchaîne. Pourtant je suis en couple, ouais. Je broie du noir, je suis en boucle, ouais, mais qu'est-ce que je fais? Faut que je m'en sorte, mais impossible avec mes propres forces. Je lutte, je m'efforce, ma vie se corse. Je montre rien, je bombe le torse, mais tout va mal. Je perds mon travail, et puis un autre, encore un autre. À qui la faute? Les douleurs m'oppressent. De plus en plus j'accuse le coup, de moins en moins je tiens le bout à bout. Fort j'abuse, je me force à encaisser les coups. Je fatigue, je vacille, je tiens plus le coup et je deviens fou. Je m'essouffle, je souffre. Comment sortir de ce gouffre? Si plus j'essaie, je m'engouffre. Ici, je veux en finir, au bord du précipice. Tout se précipite. Alors j'ouvre ma Bible. Voilà la solution. J'ai ouvert ma Bible et j'ai lu ce verset, 2 Corinthiens 12. Dans le 2 Corinthiens 12 et tout a changé. Voilà. Merci beaucoup. Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Jessie en direct sur Radio Climat, en simultané sur Facebook, ce dimanche soir, le dimanche 21 avril 2024. Et pour commencer ce live, vous avez écouté un magnifique témoignage d'une personne qui a été paralysée après un combat de boxe. Donc voilà, en tout cas, si vous venez de nous rejoindre, que vous n'avez pas pu écouter ce témoignage, je vous invite à réécouter notre replay. Alors, tout de suite, je vais vous lire l'avant-dernier chapitre d'un des livres qu'avait écrit ma grand-mère dans sa vieillesse, une autobiographie intitulée « Ces signes venus du ciel », donc un livre de Marie Lioré, qui est né en 1925 pour mourir en 2019. Donc voici l'avant-dernier chapitre de ce livre. Je suis en Auvergne chez mes enfants où je termine mon livre en cette semaine sainte. Nous parlons de Jésus, de ses souffrances. Aujourd'hui, jeudi 13 avril, nous avons décidé d'aller à la messe du soir pour assister à la célébration de la scène du Seigneur, temps d'adoration au reposoir. De retour à la maison, nous continuons notre veillée. En cette journée, nous avons jeûné et discuté de notre vie qui n'a pas été toujours rose. Je disais à mes enfants, « Vous savez, maman a beaucoup souffert avec papa. Je vous cachais bien les choses, mais un jour, je lui ai dit combien j'avais été malheureuse. » Ma fille est allée chercher une lettre que papa avait envoyée à chacun de ses enfants à la fin de sa vie, après que je lui ai fait part de mes plaintes et combien il avait été dur avec nous. Voici quelques passages de ses écrits. « Mes chers enfants et petits-enfants, je ne me fais plus d'illusions pour mon avenir, je sais ce qui m'attend. Dès que Dieu le voudra, je le suivrai s'il veut bien de moi. Aussi, avant de vous quitter, je voudrais que vous soyez tous unis. Soyez indulgents les uns envers les autres et pensez à moi dès qu'il y aura un malentendu. Je tiens à ce que maman soit protégée par tous jusqu'à ce que son moment soit venu à elle aussi. Surtout, quand vous recevrez ma lettre, pas de pleurnichage. Faites comme moi, il faut savoir regarder les choses en face. Ceci étant dit, je vous souhaite à tous beaucoup de santé, prospérité. Dans votre vie, soyez bons et charitables. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous fait du mal qu'il faut répondre par le mal. Ayez confiance en Dieu. Gardez cette lettre en souvenir de moi. Papa s'excuse s'il vous a fait des fois des misères. Soignez vos enfants et donnez-leur une vie respectable. Je vous envoie une rose à tous avec mes plus gros baisers. Papa, Pépé qui vous aime tous. » En lisant cette lettre, les larmes me sont venues aux yeux. Il nous aimait tellement qu'il voulait nous garder jalousement. Il a fait de notre vie une souffrance. Après sa disparition, j'ai été peiné, mais ce fut aussi une délivrance. C'était comme si je portais un poids des années durant, et avec sa mort, tout s'était allégé. Cette nuit du 13 avril, j'ai rêvé de mon défunt époux, chose qui ne m'était jamais arrivée. Il venait d'être blessé près du cœur par un de mes petits-enfants.
Je me suis avancé vers lui, j'ai eu beaucoup de peine. En me prenant par les épaules et s'appuyant sur moi, il me montrait sa blessure qui saignait. J'ai réalisé que ce songe voulait me dire bien des choses. Un soir, avant de me coucher, je m'agenouillai devant l'image de Jésus représentée par le Saint-Suaire. Cette image était une infinie tristesse, son passage sur terre, ses meurtrissures, sa souffrance. Tout cela pour nos péchés. Comment ne pas adorer un être aussi pur, aussi bon? Je serrai cette photo sur mon cœur et l'embrassai. Au cours de cette nuit, je fis un merveilleux rêve. Je vis le visage du Christ s'approcher du mien pour déposer un baiser sur mon front. Jésus était là dans toute sa splendeur. Il était ressuscité. Quelque temps plus tard, j'ai pu me rendre dans la propriété des parents de Johanna où elle fut ensevelie. Des chevaux gambadaient dans un pâturage proche de la sépulture de cette fillette. Auparavant, elle aimait les monter pour effectuer des promenades. Nous nous sommes approchés de sa petite tombe pour prier. Nous avons soudain senti une très forte effluve de roses. Ce parfum qui embaumait cet endroit contrastait avec l'odeur de crottin de cheval qui nous avait accueillis. Ce signe me fit penser à la Madone des Roses que j'avais tant priée pour la guérison de Johanna à San Damiano. Je compris que mes prières avaient contribué à sauver son âme. Marie l'avait prise avec elle dans les cieux. C'est la rivière de notre enfance. Ce n'est pas sa mort. Sur ce beat sans limite. Showbiz. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started. Stay with me, sway with me. Other dancers may. I think that you should let it burn. Feeling deep, saving joy. T'as pas vu ma tête dans une vidéo. T'as peut-être entendu mon son passer en radio. So scandalous. Et j'attends que l'espoir prenne mon temps, baby, j'attends. Magic me once, I won't let you treat me fine. Oh baby, I don't wanna know.
know, pump it up. You got to pump it up, and don't you know, pump it up. Dímelo, dímelo. Viser la lune, ça me fait pas peur. Les sanglots. Face à la mer, j'aurais dû grandir. Inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. Et quand je vois ce que j'aime autour de moi, c'est qui attise à faire. Et c'est parti pour le show, et c'est parti, le stade est chaud, et c'est parti. J'ai vraiment besoin de toi, finalement commencer ce soir. Adieu, monsieur le professeur. If you leave me now, you take away the biggest part. Garde-moi, je te crois, garde-moi de ton cœur. Bonjour, sourire de velours, mais toujours pas d'amour. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big bada bing, bada boom. La couleur de ton string. What string color? Si c'est le rouge, c'est pour toi. Tu m'as ensorcelé. Je ne sais pas de quoi Quand tu seras prêt, fais-moi du plaisir, me Wonderland. Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla. Le monde est ma maison. Et rien, coupables nous serons de ces orphelins. Numa, que importa é o cheiro da água sliding day. Forward to the floor, I was sure, never seeing clear. De Satan, un gentleman, c'est comprendre. Just try. I like that. Donne-moi une chance de rentrer pas chez toi ce soir. On puisse rester avec moi ce soir. La positive attitude. Ils sont tous les mêmes, on s'arrend toujours les mêmes. In the sky, God is a DJ, life is a dance floor. Toi c'est moi et moi c'est toi, mais on t'appelle la mienne. Toi c'est You're so baby, let's get it on. Let's do it till the break of dawn. Just keep don't leave home. If you're cold, you're my world. Alright, now lose it. Just lose it. Go crazy. Nici tu ne îngepe pământ de despărțire. Malamente burlaste de mis sentimientos. Être à la hauteur de ce qu'on vous demande. Porte la bénidesse. j'ai que tu me quittes pas plus donc je sais. Comme un fils, fais-moi croire pour tout finir. Le lion est mort ce soir. Et les hommes, Je vais me les faire dans le poulailler. Poulailler. See the drummer and mama, this that beat that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. To be left outside alone, to be left outside alone. du soleil, mon Eldorado, au creux
Allez, c'est Jessie de nouveau en direct sur Radio Climat ce dimanche 21 avril 2024. Et après avoir écouté le meilleur des hits de l'année 2004, donc il y a 20 ans déjà, eh bien, nous allons nous intéresser au mois dernier, mois de mars 2024, en région Bretagne, grâce au résumé climatologique mensuel régional de Météo France. Alors, pour ceux qui étaient présents en Bretagne le mois dernier, est-ce que le printemps était au rendez-vous ? Eh bien, dans la continuité du mois de février 2024 perturbé, le mois de mars 2024 débute par le passage de perturbations les 1er, 4 et 9 mars, entrecoupés par des giboulées de mars ou de courtes accalmies, le tout dans une ambiance plutôt fraîche ou normale pour la saison. Ainsi, après une quasi-absence le mois précédent, donc en février, de faibles gelées signent leur retour en mars 2024 à la faveur d'éclaircies nocturnes, en particulier au lever du jour les 3, 4 et 6 mars et plus localement les 10 et 11 mars 2024. Puis du 12 au 21 mars, le vent s'orientant sud à sud-ouest apporte de la douceur. Les perturbations circulent de manière atténuée dans des conditions légèrement anticycloniques. Néanmoins, le soleil brille par son absence durant cette période. Enfin, à partir du 22 mars 2024, le temps perturbé et relativement frais s'installe à nouveau. En particulier, le passage de la dépression Nelson, le 28 mars, engendre un épisode de vent fort tardif. Dans l'ensemble, le mois de mars 2024 est doux grâce à la période du 12 au 21 mars, avec une anomalie proche de plus 1 degré par rapport au normal calculé sur la période de 1991 à 2020, et pluvieux en raison de la succession de passages perturbés, avec un excédent de précipitations de plus 43% par rapport au normal. Des cumuls de pluie dépassent localement 2 fois la normale sur l'ouest et le sud de la Bretagne. Donc le fait marquant de mars 2024 en Bretagne, c'est ce fort coup de vent tardif, la dépression Nelson. Durant la matinée du 28 mars 2024, le passage d'un minimum dépressionnaire relativement creux, autour de 960 hectopascales au sud de l'Irlande, s'accompagne d'un fort coup de vent près du littoral de la pointe bretonne. Le vent se renforce progressivement et atteint son paroxysme autour de la mi-journée, avant de mollir lentement durant l'après-midi en raison de l'éloignement de la dépression au-dessus des îles britanniques. Au vu des rafales attendues, les départements du Finistère et des Côtes-d'Armor avaient été placés en vigilance orange vent. De même, les départements du Finistère et du Morbihan avaient été placés en vigilance jaune vague submersion, avec une mer très forte à grosse au large sur l'échelle de Douglas. Les rafales de vent ont fréquemment atteint le seuil de 100 km/h sur le Finistère, de manière moins généralisée sur les côtes d'Armor. Alors, concernant les températures, après un retour à des températures plus conformes à la saison fin février 2024, le mois de mars 2024 débute par une petite fraîcheur. Les faibles gelées matinales concernent principalement l'Ille-et-Vilaine et le Morbihan, 1 à 5 jours de gel, plus localement l'intérieur du Finistère et des Côtes d'Armor. Puis, à partir du 12 mars, le flux océanique prend une orientation sud à sud-ouest, engendrant une hausse notable des températures, en particulier les minimales, en raison d'une couverture nuageuse bien présente. Le 14 mars, la température franchit localement le seuil de 20 degrés sur la côte d'Emeraude, puis le 21 mars, près du littoral morbihanais, à la faveur d'un bon ensoleillement. Enfin, à partir du 22 mars 2024, les températures chutent légèrement en dessous des normales sous un régime perturbé plus océanique. Quelques rares gelées isolées se produisent les 27 et 30 mars 2024 à Brennilis dans le département 29 ou à Ploerdut dans le département 56. En raison du vent orienté au sud ou sud-ouest durant la période chaude, l'anomalie de température maximale est plus importante près du littoral nord de la Bretagne, comprise entre plus 1 et plus 2 degrés. Concernant les précipitations, de fréquents passages pluvieux jalonnent ce début de printemps météorologique. Ces derniers sont plus notables en début et en fin de mois avec une relative accalmie en cours de mois de mars 2024. Les perturbations océaniques ont particulièrement arrosé les secteurs ouest et sud de la Bretagne, situation classique dans ce type de flux d'ouest à sud-ouest. Les cumuls dépassent 10 mm agrégés à l'échelle de la Bretagne les 4 et 27-28 mars 2024, déclenchant une vigilance jaune pluie inondation à ces occasions sur le Finistère et le Morbihan. Les cumuls de pluie franchissent sur une large partie de ces départements le seuil de 20 mm. Classiquement, les Côtes d'Armor et l'Ille-et-Vilaine sont nettement moins impactés dans ce type de régime perturbé. Ainsi, l'extrême nord-est de la Bretagne, de Dinard à Fougères,
présente un léger déficit de pluviométrie par rapport à la normale. Fait notable, en raison des pluies modérées, les chutes de neige se produisent par isothermie en soirée du 27 mars 2024 sur le nord du Finistère et en bordure. On compte 10 à 21 jours de pluie avec 1 mm ou plus, soit un excédent de 3 à 8 jours par rapport à la normale mensuelle, excepté localement sur le pays de Morlaix et le nord-est de la Bretagne, proche de la normale. Voilà ce qu'on pouvait dire à propos du bilan climatique de mars 2024 pour la Bretagne. Allez, tout de suite, nous allons nous replonger jour pour jour, 22 ans en arrière. Donc, c'était le 21 avril 2002. Je crois que vous savez de quoi je vais parler. Eh bien, on va parler de Jean-Marie Le Pen, qui remportait, il y a tout juste 22 ans, le premier tour des présidentielles de 2002. Et tout de suite, on va écouter un extrait de France 2 au cours du premier discours après l'annonce des résultats de Jean-Marie Le Pen. Bonne écoute sur Radio Climat. Un peu de silence pour faire la communication nationale qui va être... Je vous demande un silence complet pour faire la déclaration nationale qui va être retransmise par les médias. Françaises, Français, mes chers compatriotes de France et d'outre-mer, ce jour de 2002 est marqué par 3 événements importants. Le premier, c'est le record d'abstention dans une élection présidentielle. Le deuxième, c'est la disparition du Parti communiste. Dont vous êtes les témoins. Mon premier mouvement est de gratitude à l'égard de... Voilà, je crois qu'on a un problème de son avec Saint-Cloud et avec Jean-Marie Le Pen. Est-ce qu'on va retrouver le son là-bas ou pas? Non, pas pour l'instant. Et électeurs de France et d'outre-mer qui m'ont fait le cadeau inestimable de leur confiance. Aux maires qui, contre toutes les pressions et les menaces, ont parrainé ma candidature. Aux militants nationaux qui ont répondu par le calme, le courage, le dévouement, la fidélité, l'enthousiasme aux injures, aux violences, et se sont dépensés sans compter, allant parfois jusqu'au sacrifice de leur vie. À tous les amis, s'il vous plaît, nous nous retrouverons ensemble tout à l'heure. À tous les amis étrangers de la France, dans le monde, et d'abord à ceux de la francophonie qui comptent sur l'indépendance de la France éternelle. Comme il n'y a pas de joie parfaite, je veux saluer aussi la mémoire de Rolande Birgy, que vous connaissez tous sous le nom de Béret Bleu, grande résistante, patriote qui avait reçu le titre de Juste après la Deuxième Guerre mondiale et qui s'est éteinte ce matin au moment où elle allait quitter l'hôpital pour voter. N'ayez pas peur, chers compatriotes, rentrez dans l'espérance. L'événement, c'est le 5 mai. En attendant, n'ayez pas peur de rêver. Vous, les petits, les sans grade, les exclus, ne vous laissez pas enfermer dans les vieilles divisions de la gauche et de la droite. Vous qui avez supporté depuis 20 ans toutes les erreurs et les malversations des politiciens, vous les mineurs, les métallos, les ouvrières et les ouvriers de toutes ces industries ruinées par l'euromondialisme de Maastricht, vous les agriculteurs aux retraites de misère et acculés à la ruine et à la disparition, vous aussi qui êtes les premières victimes de l'insécurité dans les banlieues, les villes et les villages, j'appelle les Françaises et les Français, quelle que soit leur race, leur religion ou leur condition sociale, à se rallier à cette chance historique de redressement national.
Sachez que, homme du peuple, je serai toujours du côté de ceux qui souffrent, parce que j'ai connu le froid, la faim, la pauvreté. Je veux reconstruire la cohérence de notre grand peuple français, l'unité de la République, l'indépendance de la France, notre patrie. Rétablir, bien sûr, la sécurité sur l'ensemble du territoire national et libérer nos compatriotes du fiscalisme et de la bureaucratie. Je salue fraternellement tous mes compatriotes français, qu'ils se soient abstenus ou qu'ils aient voté pour d'autres candidats. Je les invite à ne pas se laisser manipuler par les vieux trucs des politiciens qui veulent conserver leur petite boutique. Je suis socialement à gauche, économiquement à droite et plus que jamais nationalement de France. Mais surtout, je suis un homme libre, un patriote qui n'a qu'une ambition, la France et les Français. J'appelle au rendez-vous de la fraternité française, place et avenue de l'Opéra le 1er mai, fête de Jeanne d'Arc et des travailleurs de France, pour préparer ensemble la deuxième étape de la Renaissance française, le deuxième tour de l'élection présidentielle, celui de la victoire. Allez, c'est de nouveau ici en direct sur Radio Climat en ce dimanche 21 avril 2024. Et comme on l'a fait hier, eh bien, je vais vous donner 10 nouvelles citations de grands scientifiques, des citations qui sont répertoriées dans le livre Dieu, la science, les preuves. Alors, on va commencer par une citation ce soir de George Wald, qui est né en 1906 pour mourir en 1997, professeur de physiologie sensorielle à Harvard et prix Nobel de médecine en 1967. Et maintenant, ma thèse principale, si l'une des nombreuses propriétés physiques de notre univers était différente de ce qu'elle est, certaines de ces propriétés sont fondamentales, d'autres semblent triviales, voire accidentelles. Alors la vie, qui semble aujourd'hui si répandue, serait impossible ici et ailleurs. Il n'y a que deux façons d'envisager l'origine de la vie. L'une est la génération spontanée se poursuivant par l'évolution, l'autre c'est une création surnaturelle, œuvre de Dieu. Il n'y a pas de troisième possibilité. La génération spontanée de la vie à partir de la matière inerte a été scientifiquement infirmée par Pasteur et d'autres il y a 120 ans. Ceci nous laisse avec la seule conclusion que la vie a été créée par Dieu. Cela, je ne l'accepterai pas pour des raisons philosophiques, parce que je ne veux pas croire en Dieu. En conséquence, je choisis de croire en ce que je sais être scientifiquement impossible, la génération spontanée conduisant à l'évolution. Autre citation, cette fois-ci d'Arthur Compton, né en 1892 pour mourir en 1962, professeur de physique à Princeton, prix Nobel de physique 1927. Il est important d'examiner l'hypothèse d'une intelligence à l'œuvre dans la nature. La discussion sur les preuves d'un Dieu intelligent est aussi vieille que la philosophie elle-même. L'argument fondé sur la conception, bien que banal, n'a jamais été réfuté de manière adéquate. Au contraire, au fur et à mesure que nous en apprenons davantage sur notre monde, la probabilité qu'il soit le résultat de processus aléatoires devient de plus en plus faible, de sorte que rares sont les hommes scientifiques d'aujourd'hui qui défendent une attitude athée. Ensuite, une citation de George Efstathiou, qui est né en 1955, professeur de cosmologie, directeur de l'Institut d'astronomie de Cambridge et membre de l'équipe scientifique du satellite Planck de l'Agence spatiale européenne. Même si la probabilité d'obtenir un univers avec une faible constante cosmologique est très basse, s'il y a une infinité d'univers, ça se produira bien quelque part. Mais est-ce que c'est une explication ou une solution désespérée? Ensuite, une citation de Max Planck, qui est né en 1858 pour mourir en 1947, un des fondateurs de la mécanique quantique, prix Nobel de physique 1918, découvreur de la structure quantique du rayonnement. Une réalité métaphysique se tient à l'horizon du réel expérimental. Toute personne s'intéressant sérieusement à la science, quel que soit le domaine d'étude, lira les inscriptions suivantes sur la porte du temple de la connaissance. Croix. La foi est une caractéristique dont ne peut se passer un scientifique.
Toute la matière trouve son origine et existe seulement en vertu d'une force. Nous devons supposer derrière cette force l'existence d'un esprit conscient et intelligent. Ensuite, une citation de Tony Rothman, né en 1953, cosmologiste, professeur de physique à l'université Wesleyenne, dans le Connecticut. Lorsque l'on se retrouve confronté à l'ordre et à la beauté de l'univers, ainsi qu'aux étranges coïncidences de la nature, il est très tentant de faire le saut de la foi, de la science à la religion. Je suis certain que bien des physiciens le voudraient, j'aimerais seulement qu'ils l'admettent. Ensuite, une citation de Max Tegmark, né en 1967, astronome à l'Institut de technologie du Massachusetts, l'UMIT. Grâce aux univers multiples parallèles, nous pouvons nous débarrasser de l'ajustement précis des conditions initiales du cosmos et des constantes fondamentales. Au bout du compte, notre jugement se forme selon ce que notre sensibilité estime le plus dispendieux. Ensuite, une citation de Pascual Jordan, né en 1902 pour mourir en 1980, professeur à l'université de Berlin, physicien, cosmologiste, l'un des fondateurs de la mécanique quantique. Du côté de la science, il n'y a plus d'objection contre un Dieu créateur. Autre citation du docteur Alan Sandage, né en 1926 pour mourir en 2010, un des plus célèbres astronomes de notre époque, qui a reconnu l'existence de Dieu à l'âge de 50 ans. Le monde est bien trop complexe dans toutes ses composantes et ses interconnexions pour être dû au seul hasard. Et puis une citation de Lothar Schaffer, né en 1939 pour mourir en 2020, professeur de chimie physique quantique à l'université d'État de l'Arkansas. Au fondement des choses ordinaires, nous trouvons des entités élémentaires qui possèdent des qualités rudimentaires de conscience. Il y a là une promesse de message venu du tréfond de l'univers. On ne peut plus se servir de la science pour fonder l'athéisme. C'est fini. Et puis dernière citation ce soir, celle de Fred Hoyle, né en 1915 pour mourir en 2001, cosmologiste et astronome. Il y a autant de chances que la vie ait émergé par hasard que de chances qu'une tornade balayant un entrepôt d'un chiffonnier ferrailleur assemble un Boeing 747 à partir des matériaux qui s'y trouvent. L'existence de Dieu est prouvée par la probabilité mathématique de 10 puissance 40 000. J'ai toujours trouvé curieux le fait que les scientifiques athées prétendent mépriser la religion alors que celle-ci domine leur pensée, en tant que concept aversif, plus que celle du clergé. Je ne crois pas qu'un seul scientifique, examinant les réactions nucléaires de fabrication du carbone à l'intérieur des étoiles, puisse éviter la conclusion que les lois de la physique ont été délibérément choisies en vue des conséquences qu'elles entraînent à l'intérieur de celles-ci. Allez, tout de suite, nous proposons d'écouter un extrait de télévision qui a été diffusé donc sur France 3 il y a tout juste 9 ans. C'était le 21 avril 2015 dans l'émission Le Rétrozap. Bonne écoute sur Radio Climat. Dans ce service de l'avenue de l'Opéra, une seule pensée, venir en aide aux prisonniers nord-africains. Ils ont quitté en 1939, voici bientôt 5 ans, leur terre natale pour venir combattre à nos côtés. Séparés de leur famille, dont ils ne peuvent recevoir ni colis ni lettres, ne sont-ils pas 2 fois prisonniers? J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Il était normal qu'ils aboutissent là, dans cette bourgade de Wurtemberg, bruyante aujourd'hui du bruit des chars français. Ici, Luchaire dormait sous l'œil de ses patrons. Quant à Pétain, il a quitté sa chambre grand-ducale pour la cellule de Montrouge. Il a changé de paysage, et si l'on en croit la bouteille qu'il a laissée, il a aussi changé de régime. Allez, c'est Jessie de nouveau en direct sur Radio Climat en ce dimanche 21 avril 2024. Et tout de suite, on va vous parler un petit peu de cuisine et du régime cétogène, et en particulier des amandes. Et oui, les amandes moulues sont un savoureux substitut de la farine de blé et de la fécule. On peut utiliser soit de la farine d'amande entière moulue, soit, pour les préparations plus raffinées, d'amandes mondées, c'est-à-dire pelées, à faire soi-même ou à acheter dans le commerce. On peut aussi acheter, par internet notamment, de la farine de tourteau d'amande issue de la production oléicole et l'utiliser pour faire du pain, des gâteaux, ou pour lier des sauces, des veloutés ou des entremets. Elle est meilleur marché que la farine d'amande non dégraissée et contient environ 10 fois moins de glucides que la farine de blé. Pour certains gâteaux, mais aussi pour les préparations asiatiques légèrement liées, on peut remplacer la farine de tourteau d'amande par de la farine de tourteau de noix de coco, également issue de la production oléicole. La farine d'amande permet de paner les escalopes, le poisson et les légumes pré-cuits.
Attention cependant à faire revenir les aliments ainsi panés à feu doux, car elles brûlent facilement. On peut également élaborer une délicieuse pâte d'amande en mélangeant des amandes très finement moulues, de l'eau de rose et un édulcorant de synthèse ou de la stevia. Donc le côté positif des amandes, c'est que ça apporte des protéines de qualité, beaucoup de matières grasses, des minéraux et des oligo-éléments, ce qui est positif pour ceux qui pratiquent l'alimentation cétogène, qui on rappelle est un régime contre le cancer. Et pour finir, donc voici le rapport PLG, c'est-à-dire le rapport protéines, lipides, glucides des amandes. En gros, 100 g d'amandes fraîches contiennent 18,7 g de protéines, 54,1 g de matières grasses et seulement 3,7 g de glucides assimilables. Alors, on va se replonger de nouveau dans les archives, il y a 9 ans, encore une fois, mais cette fois-ci, on va pas aller sur France 3, on va se diriger vers BFM TV, et BFM TV qui évoquait le 21 avril 2002, c'est pour ça que vous avez entendu le discours de Jean-Marie Le Pen tout à l'heure, et donc c'était en 2015, donc 13 ans plus tard, eh bien, les plus jeunes avaient déjà oublié cet événement. Bonne écoute sur Radio Climat et bons souvenirs surtout. À l'époque, ils n'avaient pas encore le droit de vote. Ils avaient 5, 10 ou 15 ans maximum. 21 avril 2002, la date ne leur évoque pas grand-chose. Rien du tout. 21 avril 2002, je vois pas ce qui s'est passé. Chirac contre Sarkozy. C'était Le Pen-Chirac, c'est ça? Félicitations mademoiselle, vous au moins vous maîtrisez le sujet. Il y a 13 ans jour pour jour, un second tour inattendu qui va marquer durablement la vie politique. Lui, peu de chance qu'il l'oublie. À l'époque, Olivier Besancenot est candidat à l'élection présidentielle. Je me souviens que le soir même, on avait appelé à manifester. Ça a été une manifestation spontanée où il y a eu énormément de monde, tard le soir. Et puis dans l'entre-deux tours, il y a eu des grosses manifestations, notamment celle du 1er mai. 1 300 000 personnes qui défilent dans les grandes villes. La jeunesse largement mobilisée, tout comme la gauche, pour faire réélire le président sortant. Mais pour ceux qui ont été les premiers à lutter contre le FN à l'époque, le sentiment que tout pourrait recommencer et que la jeunesse d'aujourd'hui y est presque habituée. Sinon nourris au biberon des sondages Marine Le Pen sera au deuxième tour en 2017. Le Front National a encore grimpé. Moi, c'est cette normalité qui m'inquiète. 2 ans avant l'échéance, les pronostics sont forcément hasardeux. Une chose est sûre, certains personnages de 2002 seront bien au rendez-vous. Allez, c'est Jessie de nouveau en direct sur Radio Climat ce dimanche 21 avril 2024. Et on va revenir encore une fois au mois dernier, le mois de mars 2024. Tout à l'heure, on s'était focalisé sur la Bretagne. Là, on va s'intéresser à ce qui s'était passé en France de manière générale, grâce à Météo France. Et surtout, on va s'intéresser à un des faits marquants du mois dernier, à savoir ces épisodes pluvieux intenses qui ont généré des records de pluie sur le sud-est du pays. Et oui, plusieurs épisodes méditerranéens assez inhabituels pour la saison ont concerné le sud-est durant le mois de mars 2024. Les 2 et 3 mars, un retour d'est très actif s'est accompagné de fortes précipitations sur les Cévennes et la région PACA, très orageuses sur les Alpes-Maritimes et neigeuses sur le relief avec plus d'1 mètre de neige en 24 heures dès 1700 mètres sur le sud des Alpes. Les cumuls en 2 jours ont dépassé 80 mm par endroit, comme à Cannes dans les Alpes-Maritimes avec 99 mm dont 96,2 mm en 24 heures. Du 8 au 10 mars 2024, un nouvel épisode en lien avec la tempête Monica a balayé le sud-est. Il a été particulièrement intense le 9 mars avec des pluies diluviennes par endroits et de nombreux records de cumul en 24 heures, comme 104,1 mm à Nîmes dans le Gard, dont 100,3 mm en 12 heures, ou 232,5 mm à Barnas dans l'Ardèche. Du 25 au 27 mars 2024, des précipitations très abondantes, neigeuses sur le relief ont apporté 60 à 110 mm en 3 jours sur les Alpes-Maritimes, jusqu'à 130 mm de l'Hérault à l'Ardèche, et localement plus de 150 mm sur le relief cévenol. Et puis les 30 et 31 mars 2024, des salves pluvio-orageuses remontent de Méditerranée sur le sud-est. Les pluies sont très intenses sur les Cévennes le 30 mars, puis de l'est du Massif central à la région PACA le 31 mars 2024. Les cumuls en 2 jours atteignent 60 à 130 mm, voire 130 à 250 mm sur les Cévennes. Les cumuls mensuels de pluie ont atteint des valeurs records de l'est du Massif central à la région PACA, ainsi que plus localement sur la Nouvelle-Aquitaine, le Berry, la Bourgogne et le nord d'Auvergne-Rhône-Alpes. Sur la région PACA, mars 2024 se classe au premier rang des mois de mars les plus arrosés
sur la période allant de 1959 à 2024, avec un cumul mensuel moyen de 232 mm, soit plus de 4 fois la normale, loin devant les 162 mm de mars 2013. Ce mois de mars 2024 est également le plus arrosé de la Haute-Loire et de la Lozère au Gard et à la Drôme. Sur l'Ardèche, le cumul mensuel moyen atteint 409 mm, soit 6 fois la normale, loin devant les 247 mm de mars 1960. Sur le relief, on a enregistré jusqu'à 912 mm à la Souche, en Ardèche, une altitude de 924 mètres, soit 6 fois et demi la normale de ce poste. Suite aux abondantes chutes de neige en début et toute fin de mois de mars 2024, l'enneigement est très important sur le sud des Alpes fin mars. Allez, tout de suite, nous allons de nouveau nous replonger dans les archives. Il y a pile poil 27 ans, jour pour jour, donc c'était le 21 avril 1997, autre journée historique, c'était la dissolution de l'Assemblée nationale. Voici un extrait du 20h de TF1. Bonne écoute sur Radio Climat. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Premier titre de l'actualité sans conteste, l'intervention du président de la République, Jacques Chirac, dans maintenant 7 minutes. Pour en débattre dans une page spéciale, nous retrouverons tous les grands leaders politiques sans exception. À nos côtés, Philippe Méchet, notre spécialiste de la Sofres, qui nous dira quel est l'état actuel de l'opinion, mais également 2 grands éditorialistes de la presse parisienne, François-Olivier Gisbert du Figaro et Jean-Marie Colombani du Monde. Toute la journée, évidemment, on n'a parlé que de cela. Ce matin, Jacques Chirac s'est entretenu avec les présidents du Sénat et de l'Assemblée, René Monory et Philippe Séguin. Des consultations constitutionnelles, on peut dire, qui laissaient entendre qu'on se dirige bien vers une dissolution et de nouvelles législatives à des dates que le chef de l'État pourrait bien annoncer dans quelques minutes. Une situation qui a pris une tournure des plus irréelles. Mes chers compatriotes, après consultation du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Le décret de dissolution et le décret fixant les dates des élections législatives au 25 mai et au 1er juin seront publiés demain matin. La dissolution de l'Assemblée nationale. Opposé à son projet d'élire le président de la République au suffrage universel direct, les députés viennent de censurer le gouvernement de Georges Pompidou. Charles de Gaulle en appelle aux électeurs qui lui apporteront son soutien. Autre crise étudiante et sociale, celle-là, mai 68. Bousculé par 4 semaines de barricades et de grèves, le général de Gaulle provoque à nouveau des élections anticipées qui se soldent par un raz-de-marée gaulliste. Oui, la chienlit, non. François Mitterrand, lui, dissoudra à 2 reprises, en 81 après son élection et en 88 après sa réélection, pour obtenir une majorité en accord avec celle qu'il avait portée à la tête de l'État. La dissolution prononcée ce soir par Jacques Chirac est donc la 5e. Restera national. 3 sortes de pièces ont été retenues par le ministère des Finances, une Marianne modernisée, une sommeuse et un arbre de vie. Premiers exemplaires seront en circulation début 2002, donc à la veille de nouvelles élections législatives et présidentielles. Allez, de nouveau en direct sur Radio Climat en ce dimanche 21 avril 2024. Et tout de suite, je vais vous lire un extrait d'un des livres de Guillaume Séché, intitulé « Il y a plus de saison ». La dernière fois, vous avez parlé du vent, on va continuer à vous en parler ce soir, et notamment de la fréquence des tempêtes en France. Il faut savoir qu'en France, les tempêtes liées au passage de dépression surviennent surtout en saison froide, car c'est à ce moment que les conflits entre l'air chaud subtropical et l'air polaire, très froid, sont le plus virulents. La présence d'un violent courant d'altitude, le courant de jet, a une importance primordiale sur la formation de ces tempêtes. Or, le courant de jet, capable de générer de telles situations, passe plus fréquemment à la latitude de la France entre le début du mois de décembre et la mi-mars. Mais les tempêtes sont possibles en toute saison, même en plein été, je pense à 1956, 1969 ou 1979. La tempête d'équinoxe est un terme un peu outrancier, les coups de vent ne sont pas plus fréquents en période d'équinoxe, mais leurs conséquences sur les côtes sont plus spectaculaires car les marées sont fortes. Alors les tempêtes sont-elles de plus en plus fréquentes ? Eh bien, à en croire les statistiques, la fréquence des tempêtes aurait tendance à légèrement baisser depuis 1950. Encore faut-il définir à partir de quel seuil et de quelle superficie touchée on décide de comptabiliser une tempête. Cette baisse est expliquée par le fait qu'avant les années 70, la mesure du vent était surestimée. Les simulations qui tiennent compte du réchauffement climatique prévoient davantage l'augmentation de la puissance des tempêtes que celle de leur fréquence.
Les événements de décembre 1999 sont tout à fait inédits. Le coût de ces tempêtes est là pour nous le rappeler. Si ce type de tempête venait à se reproduire dans les toutes prochaines années, il y aurait vraiment de quoi s'inquiéter sur le rôle aggravant du réchauffement climatique. Alors pour finir, on va parler des vents locaux. Tout d'abord du Mistral et de la Tramontane. Ce sont des vents souvent très forts qui soufflent dans les couloirs situés entre les Pyrénées, le Massif central et les Alpes. Lorsque les vents dominants sont orientés au nord-ouest ou au nord, l'air plus frais qui descend vers la Méditerranée s'engouffre dans ces couloirs, la vallée du Rhône et de l'Aude. Le véritable goulet d'étranglement constitué par ces vallées encaissées provoque une accélération du flux, l'effet Venturi, et des vents très forts qui soufflent jusqu'en mer. La différence de température entre la Méditerranée et le continent explique également cet appel d'air. Plus l'arrivée d'air froid est importante, plus les vents sont violents. C'est la raison pour laquelle les plus fortes tempêtes de Mistral et de Tramontane ont lieu au début des vagues de froid, le 28 février 1929, le 2 février 1956 et le 11 janvier 1987. Il faut ajouter qu'en raison de la présence des Alpes, le flux d'air est dévié vers la Corse, qui, avec son relief très accidenté, se comporte comme une énorme tour. Une accélération des vents est alors observée aux extrémités de l'île, vers le cap Corse et le cap Pertusato. Si le Mistral et la Tramontane soufflent en même temps, il y a convergence des deux phénomènes dans le golfe du Lion. Concernant les galernes, ce phénomène est limité à la zone côtière du sud-est du golfe de Gascogne. Il est associé à un contraste de température important entre l'océan Atlantique et le continent. Ce vent se déclenche brutalement. Concernant les orages, en été, les vents violents susceptibles de provoquer des dégâts sont le plus souvent engendrés par des orages. Les énormes différences de température et de pression atmosphérique constatées dans un orage sont à l'origine de rafales de vent souvent très localisées et parfois plus violentes que lors des plus fortes tempêtes observées en saison froide. Enfin, concernant le fun, sachez que ce vent chaud qui descend de la montagne est lié à un violent courant d'altitude donnant lieu à des turbulences et parfois à de très fortes rafales. Certaines stations de sport d'hiver, comme Champs-Rousse, en Isère, en font quelquefois les frais. Lorsqu'un puissant courant de sud ou sud-est se lève sur les Alpes, les rafales de fun peuvent dépasser 120 voire 150 km/h, occasionnant d'importants dégâts. Les effets de la tempête du 7 novembre 1982 dans le Massif central et les Préalpes ont été accentués par la présence des reliefs et du fun. Allez, tout de suite, nous allons de nouveau nous replonger dans les archives. C'était il y a 2 ans, jour pour jour, sur BFM TV, le 21 avril 2022, où on évoquait ce qui s'était passé quelques années auparavant. Donc c'était le 21 avril 2011, où la police avait retrouvé les corps de la famille Dupont de Ligonnès. BFM TV vous réexplique toute l'affaire qui a marqué aussi les esprits à l'époque. Bonne écoute. Nous sommes le 21 avril 2011. Ce jour-là, les policiers découvrent sous la terrasse du 55 boulevard Robert Schuman à Nantes 5 corps. Les corps de Thomas, Arthur, Anne, Benoît, âgés de 13 à 20 ans, et celui de leur mère, Agnès. Seulement qu'à l'appel, leur père, Xavier Dupont de Ligonnès. Ce matin même, il y a quelques minutes, un reste humain a été découvert dans le jardin de cette famille, sous la terrasse. Cette macabre découverte va marquer le début d'un mystère. Depuis 11 ans, Xavier Dupont de Ligonnès est le suspect numéro 1 de ce quintuple assassinat. Cet homme, âgé de 50 ans à l'époque des crimes, accumule depuis plusieurs années les problèmes financiers. Il a emprunté de l'argent à sa famille, à sa maîtresse. La justice considère que, rattrapé par ses dettes, il a décidé de tuer toute sa famille pour ne pas perdre la face. Les enquêteurs vont retrouver un document qui est tout à fait incroyable où, en fait, il faisait le coût de chaque membre de la famille. Finalement, cette famille qui a l'air d'avoir un train de vie bourgeois a du mal à boucler les fins de mois. Il était en échec sur tous les plans. Il était en échec sur le plan conjugal, ce qui est vrai, sur le plan professionnel, ce qui est vrai, sur le plan financier, ce qui est vrai également. Xavier, ces derniers temps, était un petit peu blasé par ces histoires d'argent. Il fallait qu'il rame beaucoup pour pouvoir entretenir toute sa famille. 1 an avant la mort de toute la famille, Xavier Dupont de Ligonnès avait d'ailleurs envoyé un mail à 2 de ses amis. Il disait que si les choses tournaient mal pour lui, il avait 2 options. Se suicider ou, je cite, foutre le feu à la baraque pendant que tout le monde dort. Quelques jours avant la découverte des corps sous la terrasse, Xavier Dupont de Ligonnès avait également envoyé une lettre à ses proches. Il expliquait alors avoir dû être exfiltré avec toute sa famille et placé sous protection après avoir travaillé pendant des années pour l'agence américaine de lutte antidrogue. Il invoque des raisons assez étranges selon lesquelles il serait témoin protégé et qu'il doit immédiatement partir. Et il explique qu'ils vont refaire
leur vie ailleurs. Xavier Dupont de Ligonnès a-t-il assassiné sa famille avant de se suicider? Est-il toujours en vie? La dernière fois qu'on l'a vu, c'était le 14 avril 2011. Ce jour-là, il est filmé à Roquebrune-sur-Argent. C'est dans le Var, à plus de 1000 km de Nantes. On le voit retirer de l'argent à un distributeur. Il est également filmé le lendemain en train de quitter à pied le parking de l'hôtel où il a passé la nuit. Depuis, aucune trace de Xavier Dupont de Ligonnès. Une sortie royale, quoi. Il disparaît dans l'axe de la caméra avec un sac assez long. On pense qu'il y a la 22 long rifle qui est dans le sac. Voilà, c'est bye bye tout le monde. Je quitte la scène, quoi. Il n'en a rien à faire, quoi. Il sait qu'il est filmé, il est pas idiot, il sait où sont les caméras. Aujourd'hui encore, le père de famille est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. À chaque fois qu'il y a eu des ossements qui ont été découverts à proximité du dernier lieu où il a été vu, il y a eu des analyses. À chaque fois, les analyses ont prouvé que ce n'était pas lui. En 2018, un monastère à Roquebrune-sur-Argent a également été fouillé après que des témoins ont cru reconnaître Xavier Dupont de Ligonnès. En réalité, il s'agissait simplement d'un moine qui lui ressemblait. Enfin, il y a eu cette énorme méprise. En 2019, un homme est arrêté à Glasgow, en Écosse. Tout le monde pense que c'est Xavier Dupont de Ligonnès. En réalité, il s'agit de Guy Joao, un retraité de 69 ans. Qui est l'homme arrêté hier soir à l'aéroport de Glasgow, en Écosse? Il venait de Roissy-Charles de Gaulle. Xavier Dupont de Ligonnès ou non, selon des sources proches du dossier, cet homme s'appelle Guy ou Guillaume Joao. C'est le nom qui est inscrit sur son passeport. Ses empreintes correspondent seulement partiellement. L'écart des yeux est différent. Il lui manque un doigt et il ne ressemble absolument pas à Xavier Dupont de Ligonnès. Aujourd'hui, les autorités privilégient la thèse du suicide, mais la famille de Xavier Dupont de Ligonnès n'y croit pas et pense même qu'il est encore en vie. Sa famille remet également en cause l'enquête. Elle considère par exemple que l'autopsie ne permet pas de dater la mort de la femme et des 4 enfants du père de famille. La famille considère également qu'il n'y a aucun mobile qui pourrait justifier un tel passage à l'acte. Bienvenue sur Radio Climat dans le best-of. Tout de suite, nous proposons d'écouter un extrait de Radio Climat datant du 8 février 2013. Bonne écoute. Would you offer your throat to the wolf with the red roses? Will he offer me his mouth? Yes. Brûlé. Bonjour, les averses étaient encore présentes ce jeudi sur une grande partie est de la France. On peut voir sur les images radar Summer night, would you offer your throat to the wolf with the red roses? Will he offer me his mouth? La radio de notre climat. Full of hope. Radio Climat, Radio Climat, Radio Climat, Radio Climat, Radio Climat, Radio Climat. Vous êtes e-commerçant, vous êtes à la recherche de trafic sur votre site internet. Créez, gérez et diffusez vos campagnes publicitaires radio grâce à Audionomie. Indépendants, petites ou grandes entreprises, Audionomie est fait pour vous. Rendez-vous sur www.audionomie.com et retrouvez le complément indispensable à vos campagnes AdWords. À partir de 100 €, programmez votre campagne radio sur www.audionomie.com. La création du spot publicitaire vous est offerte. Vous souhaitez diffuser de la musique dans votre point de vente? Aujourd'hui, la musique Jamendo est écoutée dans plus de 3500 commerces, restaurants, hôtels ou chaînes de magasins dans le monde. Jamendo, c'est plus de 20 000 heures de musique diffusées chaque jour. Visitez jamendo.pro et découvrez nos chaînes musicales de qualité, faciles à utiliser et disponibles immédiatement. Jamendo Pro vous garantit les tarifs les plus attractifs du marché et sans redevance à payer aux sociétés de gestion de droits d'auteur. Jamendo, la musique libre pour tous. Surprenez l'élu de votre cœur pour cette Saint-Valentin. Radionomie vous propose un concours exclusif. Épatez votre moitié et déclarez-lui votre flamme avec pour témoin des centaines de milliers d'auditeurs.
Participez à notre concours Saint-Valentin et gagnez votre spot spécialement produit pour l'élu de votre cœur sur la page Facebook de Radionomie, facebook.com/Radionomie. La plus belle déclaration d'amour sera diffusée sur toutes les radios Radionomie le 14 février. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, sur www.bluetonnerre.fr, vous trouverez assurément la cartouche ou le tonnerre pour votre imprimante. Bluetonnerre.fr est le leader des cartouches d'encre pour toutes les imprimantes du marché. C'est moins cher chez Bluetonnerre, aussi bien pour les cartouches originales que pour les cartouches compatibles. Vous y trouverez en permanence une dizaine de promotions et la garantie d'un transport au juste prix. www.bluetonnerre.fr, c'est clair, c'est net et c'est rapide. Profitez dès à présent d'une remise de 10% en utilisant le code radio. Observation, prévision, vigilance, prévention sont sur Radio Climat. Vigilance jaune pour des averses de neige dans 31 départements de France métropolitaine, les départements des régions Alsace, Lorraine, Franche-Comté, Auvergne, Limousin, ainsi que les départements de la Loire, du Rhône, de l'Ain, de l'Isère, de la Savoie, de la Haute-Savoie, des Ardennes, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Côte d'Or, de la Saône-et-Loire, de la Nièvre, du Cher et de l'Indre. Vigilance bleue, toujours pour des averses de neige, dans 39 départements, donc les départements des régions Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Pays de la Loire, Basse-Normandie, ainsi que les départements de l'Eure, de l'Ille-et-Vilaine, du Nord, de l'Aisne, de la Seine-et-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, de l'Eure-et-Loire, du Loiret, du Loir-et-Cher, de l'Indre-et-Loire, de la Dordogne, du Lot-et-Garonne, de la Lozère, de l'Ardèche, de la Drôme et des Hautes-Alpes. Donc cette vigilance est valable jusqu'au samedi 9 février 6 heures. Des averses de neige se produisent déjà depuis mardi sur le centre-est, blanchissant les sols localement. Ce risque d'averses neigeuses se maintiendra en soirée de jeudi et la nuit suivante, tandis qu'une perturbation de faible activité arrivera par l'ouest. Cette dernière apportera généralement de la pluie sur l'ouest, mais temporairement un peu de neige entre l'intérieur de la Normandie et le Poitou en cours de nuit. Les sols pourront ainsi blanchir par place sur ces régions. Le risque neigeux touchera aussi les régions centrales d'ici la fin de nuit et persistera en matinée de vendredi. À compter de l'après-midi et jusqu'en cours de nuit de vendredi à samedi, les averses de neige concerneront essentiellement les régions allant du Massif central aux frontières de l'Est. En cumul, on attend 2 à 3 cm en plaine, ponctuellement 5 cm entre le Limousin, le Lyonnais, l'Alsace et les Ardennes. C'est la fin de ce bulletin spécial, nous vous remercions de l'avoir suivi. Pour avoir plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à consulter notre site internet radioclimat.lectux.org en cliquant sur l'onglet Vigilance sur notre page d'accueil. Soyez prudents et restez-nous fidèles sur Radio Climat, la radio de notre climat. Vous venez d'écouter à l'instant un extrait de Radio Climat datant du 8 février 2013 dans le Best of. À bientôt sur Radio Climat pour un prochain Best of, bien évidemment.